C'est une œuvre qui marquera les esprits au Congo et particulièrement à Dolisie. La rénovation de l'école 13 février 1971 dans le quartier Capable. Tel un poète, le vice-maire a peint l'action. Hier, toiture arrosoir, cour boueuse, souvent traversée par des voitures, taxis, motos et même du bétail, bref. Cette école aujourd'hui est véritablement transfigurée. Je dirais une école rénovée pour un avenir renouvelé. Les travaux qui ont débuté le 15 juillet 2025 et nécessité une durée de 2 mois et 10 jours ont consisté entre autres à... Nous avons arrêté avec toutes les parties prenantes au projet les travaux en lot ci-après. Lot numéro 1, construction du mur de clôture. Lot numéro 2, achèvement et rénovation du bloc administratif. Le numéro 3, réhabilitation et rénovation des salles de classe et réaménagement du centre d'éducation préscolaire. Le numéro 4, construction du bloc sanitaire des élèves. Vu la beauté de cette réalisation, le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Niari a remercié le donateur en ces termes. Nelson Mandela a rappelé souvent que rien ne saurait récompenser à leur juste valeur les actions salvatrices des grands hommes, à part le mot merci. Loin du discours lyrique, François Ngimbi a appelé à la paix. Alors une véritable paix et l'unité des fils du Niari. Paix et unité sans lesquelles rien ne peut se faire. Sachons regarder l'esprit dans lequel s'organise cette manifestation. Nous parlons de paix, il n'y a pas de paix sans unité, il n'y a pas de paix sans amour, il n'y a pas de paix sans relation fraternelle saine, sincère et profonde. Après que François Ngimbi ait exécuté la symbolique de remise de clés au ministre Jean-Luc Moutou de l'enseignement général, le ministre d'État Pierre Mabiala a procédé à la coupure du ruban symbolique, puis s'en est suivi la visite des installations. Suspension de l'application des pénalités suite au retard de paiement des factures d'électricité de la EKRC sur instruction du ministre des tutelles Émile Ouosso. La décision est une parfaite adéquation de la mauvaise qualité des services de l'énergie électrique du Congo aux consommateurs. Année après année, mois après mois, les travaux de réhabilitation des turbines et autres de la EKRC, cause de coupures intempestives d'électricité, sont devenus une mélodie dont le son est maîtrisable même des nouveaux-nés. À Pointe-Noire, cette suspension ne peut qu'épouser l'assentiment des populations. Si vous dépassez déjà la date de paiement, la dernière délai c'est souvent le 23. Si vous dépassez la date là, donc, sachez très bien que vous allez payer, subir des pénalités. Mais la nouvelle là, ça nous a fait du bien. Ça vraiment nous a fait du bien. On est des Congolais. Logiquement, le Congolais n'a pas le droit de payer les pénalités. Ça, c'est des choses qu'il allait faire depuis le début. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont couper ça. Nous subissons les délestages de temps en temps. Le courant n'est pas stable. C'est une bonne nouvelle, mais logiquement, ça pesait aux consommateurs. Tu te réveilles d'un matin, tu vas payer le courant pénalité 5 000 francs. Les sceptiques préfèrent attendre le prochain paiement pour confirmer cette suspension. Premièrement, ça nous réjouit, mais pas certainement. Parce qu'ils peuvent le dire, mais deux fois, ce n'est pas ce qui va se faire. Donc, du coup, il faudrait que ça puisse s'appliquer pour qu'on soit vraiment totalement réjoui. Suspendre les pénalités, oui, mais l'amélioration des services de l'énergie électrique du Congo serait mieux. Ils essaient vraiment d'arranger vraiment ce problème afin que le Congolais puisse vraiment consommer l'électricité sans problème. Et vous-même, vous voyez ici aujourd'hui le phénomène bébé noir qui a pris vraiment l'ampleur dans le pays. C'est à cause
de l'électricité aussi. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans d'autres pays, l'électricité n'est plus un problème. Mais surtout chez nous au Congo. Parce que ça fait des années, beaucoup d'années, où l'électricité n'est pas stable. Bien que technique, cette suspension traduit une volonté claire des autorités de faire preuve d'écoute, de justice et de compréhension. Comment demander aux consommateurs de payer dans les délais alors qu'ils ne reçoivent pas régulièrement le service pour lequel ils se sont engagés. La campagne nationale de distribution gratuite de masse des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme, initiée par le ministère en charge de la Santé, avec l'appui des partenaires, notamment CRS, en sa phase 2, concerne 5 départements du sud du pays, dont Pointe-Noire. Cette conférence de presse, animée conjointement par la directrice départementale des soins et services, le directeur du programme national de lutte contre le paludisme et les experts de Catholic Relief Services, a été l'occasion d'informer les populations sur cette opération de haute importance de santé publique, contribuant à la réduction des cas de paludisme qui se déroulera du 11 au 20 octobre 2025. Cette campagne est une opportunité de réduire significativement les cas de paludisme au sein de la population, en particulier chez les enfants et chez la femme enceinte. Nous comptons sur l'engagement de tous, les leaders politiques, les chefs de quartier, les chefs de ménage, les jeunes, afin que cette 4e campagne soit une réussite à Pointe-Noire. Une moustiquaire pour 2 personnes, les populations sont appelées à faire preuve de bonne foi. La distribution va durer 10 jours. La distribution des moustiquaires dépend de la taille du ménage. Normalement, c'est une moustiquaire pour 2 personnes. Nous faisons appel à la conscience de la population. On est 2 dans la maison, mais on veut nous faire croire que nous sommes 10. Nous devons tous être conscients. La stratégie, c'est du porte-à-porte. Donc, on va demander aux chefs de ménage, s'ils sont absents, de laisser un senior ou une personne âgée à la maison qui pourra renseigner ceux qui vont passer les relais pour la distribution des moustiquaires. L'objectif de la campagne est de couvrir plus de 80% des ménages. Les acteurs impliqués seront munis d'équipements dont les smartphones pour une meilleure couverture. D'après les prescrits de M. Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, on souhaiterait que 100% des ménages dans les départements, dans les 5 départements, la phase 2, soient effectivement couverts pendant cette campagne. Mais les 100% est toujours difficile à atteindre et nous visons plus de 95% de ménages qui doivent être couverts par cette campagne. Pourquoi? Mais parce que l'OMS dit que lorsque votre population dort sous la moustiquaire, 50% de votre population, non, pardon, plus de 80% de votre population dort sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, vous réduisez l'incidence du paludisme à moitié. Donc, il faut effectivement qu'on atteigne le maximum de ménages dans les 5 départements, comme ça a été dans la partie nord du pays pendant la première phase. Cette campagne est effective grâce à une subvention du Fonds mondial dont Catholic Relief Services est le récipiendaire principal. Catholic Relief Services, c'est un récipiendaire principal de la subvention du Fonds mondial au Congo. Donc nous avons reçu le financement pour accompagner le ministère de la Santé et le Programme national de lutte contre le paludisme dans la lutte contre le paludisme et également dans le renforcement du système sanitaire. C'est pour ça que vous avez vu même la DISER, parce que nous appuyons également l'information sanitaire, nous appuyons également la surveillance épidémiologique, la centrale des chats, pour nous assurer que toutes les interventions que le docteur Lusambou a mentionnées puissent vraiment être
atteint. Les principes d'utilisation de ces moustiquaires imprégnés sont clairs. Les principes d'utilisation, comme on l'a dit, il faut que l'on se rappelle de ça. Une fois reçu la moustiquaire, permettez-moi de répéter, ce n'est pas, les gens ont tendance à dire s'il y a des produits, je dois aller laver tout de suite. Ce n'est pas le cas. On a dit étaler. Étaler, ne pas mettre au soleil, mettre à l'ombre. Après, vous utilisez tel que la directrice l'a décrit ici. La moustiquaire peut se trouver, ce n'est pas un problème. Prenez un fil, l'aiguille, passez l'aiguille, le fil tranquillement. Vous avez votre moustiquaire sans pourtant permettre à ce que les moustiques puissent traverser. Cette campagne, faut-il encore le rappeler, vise entre autres à réduire la morbidité et la mortalité due au paludisme, car d'après l'OMS, l'incidence du paludisme au Congo est de 213 cas pour 1000 habitants. Et selon les statistiques du Programme national de lutte contre le paludisme, 46% des Congolais ont consulté les formations sanitaires pour le motif du paludisme en 2024, pour 33% des cas d'hospitalisation et 22% de cas de décès. Assis sur les décombres, ce sont des visages visiblement attristés, preuve du grand malheur qui leur est arrivé. Ces ex-réfugiés rwandais à Brazzaville ne sont pas victimes d'une catastrophe naturelle quelconque, mais plutôt d'une action de la gendarmerie qui a démoli leurs habitations. Une action perpétrée en l'absence de plusieurs occupants. J'ai été surpris parce que je n'ai pas été informé. Seulement on m'a informé quand l'action avait déjà commencé. Bon, il s'agit de la gendarmerie qui est passée avec les engins et qui avait commencé à détruire ces cases de réfugiés. Ce que je savais, qu'il y a ici, ils avaient posé la plainte au tribunal d'Igné contre les gens qui habitent dans ces deux parcelles. Bon, c'est un certain qui travaille au ministère des Finances à Brazzaville. Bon, maintenant, il avait posé la plainte au 45, Igné, et puis Igné avait dit que le monsieur a gagné le procès. Et le signataire de ce jugement, c'est le greffier, il a une parcelle ici, il a acheté la parcelle ici au camp. C'est ici, à la Belle Étoile, qu'ils ont passé la nuit. 2 nuits déjà, depuis que cet engin est passé saccager les maisons, laissant 13 familles sans abri, soit à peu près 48 personnes, y compris des enfants. J'ai dormi dehors parce que les policiers, ils ont détruit notre maison. Des cris d'alarme, ils viennent particulièrement des femmes. Ces dernières qui appellent à la rescousse des autorités congolaises au plus haut niveau. Ndako nanga elaki awa ndako nanga elaki kakawa eloko esutuki si biso tokendaki bilanga papa tozalaki te bayi babonzi biso bandako banyati biloko tutu banyati yango siko tozomituna eske biso kozala réfugié ezali sumu nayibi leta Kongo yambaki biso bien mais lelo toyibi likambo ezokoyela biso te moyo kila biso mawa vraiment moyo kila biso mawa molo bape ba konzi batala biso seke pasi elekeli biso na bana mikeboye siko timvula eko monoka boye tokokende na bango wapi ata tozaki na bandako na biso aboye me tozaki na sentiment kaka ko fanda nango seke nzambe asepeli to fanda kaboye mais mokonzi ya mboka ayo kila biso mawa. Appartenant à l'État congolais qui l'avait affecté aux réfugiés rwandais depuis 1997, ce site est de plus en plus convoité par des particuliers qui occupent déjà des portions de terre. À cause des menaces aussi, nous avons eu l'ordonnance de maintien sur le lieu en attendant la décision de la Cour d'appel. Mais tout ça, ça contourne et l'ordonnance et l'affaire qui est pendante à la Cour d'appel. Personnellement, j'ai écrit à la mairie, Madame le maire, pour l'intervention de ce qui se passe ici au camp. Madame avait délégué les gens qui sont venus constater ce qui se passe. Et après, de retour, ils ont donné rapport à la mairie. Et Madame le maire avait envoyé un drapeau et 2 pancartes. Sur les 2 pancartes, c'est écrit « Interdiction d'occuper les parcelles et d'abattre les arbres ». Et il a monté aussi le drapeau. Même avec une ordonnance de maintien sur les lieux, ces Rwandais sont toujours victimes des tracasseries depuis plusieurs années. En 2019, une église et une école avaient été détruites. À cela s'ajoutent des menaces d'expulsion proférées par des individus à l'égard de ces Rwandais qui n'ont plus de statut de réfugiés depuis fin décembre 2018. C'est
la Société congolaise de rhumatologie, soins de suite et réadaptation qui a organisé cette conférence dont l'objectif est de vulgariser les maladies rhumatismales en cette journée commémorative de sensibilisation sur ces maladies et celles musculosquelettiques devant un parterre de praticiens, rhumatologues et kinésithérapeutes, mais également devant les malades, comme l'annonce le directeur général de l'hôpital de Nangapatra dans son mot de bienvenue. Merci à la Société congolaise de rhumatologie d'avoir choisi notre hôpital pour vulgariser la rhumatologie et informer que ce soit les soignants ou les patients sur la prise en charge des pathologies rhumatismales. Sur ce, je souhaite que les travaux se déroulent dans une bonne ambiance et que chacun en tire ou en retire l'essentiel, que cela puisse impacter la prise en charge des patients pour améliorer leur santé, parce que nous sommes là pour ça. Les agents de santé, que ce soit les médecins spécialistes, les médecins généralistes, les kinésithérapeutes, les infirmiers, sont là pour apporter de la bonne santé aux patients. Et cette mission est une mission commune que nous réalisons ensemble. C'est pour cela qu'il va falloir encourager, je pense que ce sera l'une des recommandations, encourager donc cette chaîne de décision pour que les patients puissent être référés à temps aux spécialistes, que la prise en charge soit efficiente et efficace. Vulgariser la rhumatologie était le maître mot des discours d'ouverture de cette conférence tenue à l'hôpital de Patra, où il était question de sensibilisation et d'éducation sur les maladies rhumatismales et musculosquelettiques, répondant ainsi à un appel de la Société congolaise de rhumatologie, dixit le représentant du président de cette société. Cette journée essentielle pour la sensibilisation et l'éducation autour des maladies rhumatismales n'avait pas été célébrée dans notre belle ville océane depuis octobre 2022. Et pourtant, les maladies ostéo-articulaires n'ont pas cessé d'exister et continuent de mimer le quotidien de nos populations, à l'instar de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux systémique, de la goutte, des pathologies dégénératives et bien d'autres. C'est pour répondre à l'attente de la Société congolaise de rhumatologie, soins de suite et réadaptation, par le biais de son président, le professeur Richard Bileko, qui est de vulgariser la rhumatologie, que cette journée se tient ce jour. Reprendre aujourd'hui cette célébration dans notre pays est qu'un événement symbolique, un signal fort, celui d'un engagement renouvelé qui place la santé au centre de nos priorités, comme le voudrait son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. C'est ici l'occasion de rappeler l'importance d'un diagnostic précoce pour une meilleure qualité de vie. Et répondant massivement à cette initiative, rhumatologues, kinésithérapeutes, infirmiers et patients ont été satisfaits de cette initiative qu'ils souhaitent être pérennes dans la suite des temps. Bon, ce qui est bien, on est édifié sur le rhumatisme parce qu'en fait, surtout nous les patients, on consultait à l'aveuglette. On ne savait pas qui consulter, quel genre de mal consulter. Donc, on tâtonnait. N'importe qui, même un médecin généraliste, on le consultait. Ce qui est bien, s'ils organisent des séminaires de ce genre, ça va édifier les patients, hein, selon les mots. Il va lui-même s'orienter. Il va se dire, ah, avec les indications que l'autre faisait, je souffre à peu près de ce mot-là. Je suis obligé d'aller consulter soit un neurologue ou bien un rhumatologue. Je remercie la Société congolaise de rhumatologie qui a eu ce grand privilège d'organiser cette journée mondiale. Et dans pendant cette séance, pendant ces différentes séances, on a appris beaucoup de choses. Le docteur Mbumba qui nous a rappelé quels sont les mécanismes de la douleur. Et après cela, c'est le docteur Mouélé qui a parlé sur la sémiologie de la douleur. En tant que kiné, tu ne peux pas traiter la douleur si tu n'as pas la maîtrise de sa localisation, si tu n'as pas la maîtrise de la sémiologie de la douleur. Et le représentant du président de la Société congolaise de rhumatologie, le docteur Orion,
qui nous a montré comment évaluer la prise en charge de la douleur rhumatismale. Et enfin, notre collègue kiné qui a couronné ses interventions sur la gestion de la douleur rhumatismale en kiné. Vraiment, ça a été un grand privilège pour moi en tant que kiné et je demande que ce genre d'initiative puisse se répéter afin de bien former les kinés, afin de bien former les différents rhumatologues pour prendre en charge correctement nos malades. C'est une bourse qui promeut l'excellence des filles en milieu scolaire. La bourse scolaire Francine Toumi est désormais lancée et elle cible les élèves filles en séries scientifiques et techniques des établissements publics du 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou. La bourse Francine Toumi sera donc octroyée aux meilleurs élèves chaque trimestre. Face aux élèves ce 8 octobre, la professeure Francine Toumi, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, a présenté les enjeux de cet accompagnement scolaire. Le but de la bourse scolaire Francine Toumi est d'encourager l'excellence parmi les jeunes filles donc scolarisées dans les lycées publics de l'arrondissement 8 Madibou. Donc cela concerne donc le lycée Mafuta et les lycées techniques de Manchimou et du Lac. La bourse d'excellence scolaire Francine Toumi se veut être une alternative pour inciter les filles à embrasser les carrières scientifiques et renforcer leur motivation. La bourse consiste en un appui financier direct à l'élève d'un montant de 50 000 francs CFA par trimestre scolaire. La sélection des lauréates se fera sur proposition des chefs d'établissement, validée par un comité constitué de représentants de la Fondation congolaise pour la recherche médicale et de la direction des lycées concernés. Ce sont les autorités donc administratives de ces lycées qui vont nous dire quelles sont les lauréates. Il y aura des lauréates à chaque trimestre. Celle qui aura obtenu les meilleurs résultats. Ici au lycée de Mafuta, en première, c'est la meilleure des premières C, meilleure note. De même en première, pour les premières D, pour les terminales C et pour les terminales D. Et pour les lycées techniques, ce seront toutes les filières confondues, les jeunes filles qui auront obtenu les meilleurs résultats, les meilleures notes par trimestre. Le choix de l'arrondissement Madibou n'est pas anodin en raison de la proximité des activités de cette fondation à ce périmètre urbain. La Fondation congolaise pour la recherche médicale que je dirige est implantée à Madibou. Nous travaillons avec Madibou depuis plus de 15 ans. Nos études cliniques sont faites avec la population de Madibou. Et notre centre de santé est impliqué, installé ici, établi à Madibou. Donc c'est notre responsabilité vis-à-vis de la population. Les élèves voient en cette bourse l'opportunité de renforcer leur performance scolaire, mais aussi un challenge. Cette bourse, pour moi, en fait, c'est une opportunité. C'est une occasion de montrer ce que je suis capable de faire. Bon, je ne peux pas dire que peut-être au premier trimestre, je pourrais avoir cette bourse, mais ça va aussi me permettre au deuxième trimestre ou au troisième trimestre, je puisse avoir cette bourse afin de me préparer pour la classe prochaine. Donner des ailes à l'ambition, tel est le leitmotiv symbolisant le bien fondé de cette initiative d'accompagnement. La Fondation s'emploie à mobiliser des ressources afin d'assurer la pérennité de cette initiative dans le temps. 3 jours auront suffi aux experts et sociétés pétrolières de la place pour examiner la dynamique du marché mondial du pétrole, présenter la nouvelle méthodologie de fixation des prix fiscaux des brutes et fixer les prix des brutes congolais au titre du 3e trimestre 2025 à l'issue de la réunion organisée par Winoua qui s'est tenue à Pointe-Noire. Les objectifs sont donc atteints pour le président du comité d'experts. Durant ces 2 jours, les experts de la République du Congo et ceux des sociétés pétrolières ont, comme il est de coutume, conjointement analysé les dynamiques des marchés pétroliers internationaux afin d'établir les prix fiscaux comptants pour le 3e trimestre 2025. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs,
il me paraît essentiel de souligner l'esprit de collaboration qui a toujours prévalu lors de ces assises. Les discussions menées dans une atmosphère cordiale ont été marquées par des échanges fructueux, clairs et constructifs. Il y a donc lieu de souligner que, grâce à ce climat favorable de travail, les objectifs fixés ont été grandement atteints. S'en est suivi la signature des documents qui fixent les primes par les directeurs généraux des différentes sociétés pétrolières et le ministre des Hydrocarbures avant le rendu du communiqué final fixant les prix. Pour le Geno mélange, 68,249 $ le baril avec un différentiel de moins 0,531 $ le baril par rapport au Brent daté. Pour le Cosa Blend, 68,815 $ le baril avec un différentiel de moins 0,235 $ le baril par rapport au Brent daté. Pour le Yombo Fuel Oil, 70,402 $ le baril avec un différentiel de plus 0,830 $ le baril par rapport au Brent daté. Pour le Cosa Butane, 46,454 $ le baril avec un différentiel nul par rapport aux cargaisons du butane Northwest Europe. Pour le Cosa Propane, 26,847 $ le baril avec un différentiel de moins 1,618 $ le baril par rapport au propane Mont Belvieu. La moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures au troisième trimestre 2025 est de 69,155 $ le baril avec un différentiel trimestriel de plus 0,021 $ le baril. Pour le vice-président de Winois, l'hôte de la cérémonie, la satisfaction est totale après ce verdict. Au terme de ces travaux, notre satisfaction est double. D'abord parce que les prix du trimestre ont été arrêtés dans un esprit de transparence et de responsabilité. Ensuite parce que cette réunion a transcendé la technique pour devenir un véritable forum d'unité et de vision. Nous n'avons pas seulement chiffré l'avenir proche, nous avons esquissé les contours d'un horizon partagé. Clôturant la réunion, le ministre des Hydrocarbures a rappelé aux sociétés et partenaires ce qui est primordial et crucial pour le gouvernement congolais dans cette bataille. À chacune de nos réunions, il me plaît de rappeler un leitmotiv, que notre stratégie nationale s'articule autour de 3 piliers fondamentaux. Augmenter la production, moderniser les infrastructures et valoriser nos ressources de manière inclusive, mais aussi souveraine. Ces axes traduisent la vision du Congo, celle d'un producteur africain fort, crédible et tourné vers l'avenir. Lors de la dernière édition du Forum Africa Energy Week, tenu à Cape Town du 29 septembre au 3 octobre 2025, le Congo a été mis à l'honneur de façon particulière pour les résultats tangibles enregistrés dans la relance de sa production pétrolière et gazière. Notre pays a été reconnu comme l'un des rares producteurs africains à avoir réussi à inverser durablement la courbe du déclin grâce à une politique claire, à une gouvernance sectorielle renforcée et à des partenariats de qualité. Notons que la prochaine réunion pour le compte du 4e trimestre sera organisée par la société Eni Congo. Ils ne l'ont pas vu venir. Son jeune auto-entrepreneur évoluant à Bakongo, Makelekele et Madibou ont été appuyés ce 9 octobre par la génération auto-entrepreneur, laquelle a offert à ces derniers les kits de travail conformément à leur domaine d'activité respectif. L'action posée par la coordination nationale de cette plateforme citoyenne intègre le programme Le Bokoya Patriarche et Zo Matissa Affaires. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Bakongo
pour pouvoir appuyer des jeunes qui ont déjà un métier, qui exercent un métier. Et nous voulons qu'à travers l'opération Matissa à faire, nous puissions les appuyer à continuer à faire, à exercer leur métier. Au moment où se pose dans notre pays le problème aujourd'hui de la délinquance juvénile, je crois que la problématique de la formation des jeunes doit être replacée au centre des priorités des pouvoirs publics. Il est question aujourd'hui que nous puissions dire au pouvoir public d'appuyer des jeunes aujourd'hui qui exercent des métiers, mais aussi essayer de donner des formations à des jeunes qui n'en ont pas. Électriciens, mécaniciens, électromécaniciens, bouchers et bien d'autres, chacun aura reçu son appui de la part de GAE. Une donation qui permettra aux bénéficiaires de renforcer leur champ d'action, conséquence logique d'une possible éclosion entrepreneuriale à la hauteur des attentes. On bénéficie vraiment de matériel venant du patriarche. Nous achetons justement au détail. Mais là, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Ça va m'aider vraiment à beaucoup de choses. Et ça va m'aider au moins à approfondir en fait mon travail aussi. Moi, c'est vraiment un plaisir pour moi. C'est pour une première fois que je me suis fait ça. Parce que là, il y a très longtemps que ça a commencé, mais c'est pour une première fois. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. En tout cas, si ça pouvait peut-être continuer, que ça ne s'arrête pas là. On utilise aussi le marteau, le pince, le tournevis et le scotch. Bon. Et ici à Métou, on sert à trouver le mur. Et ça va me servir vraiment beaucoup. Ça va me servir vraiment beaucoup. Je suis content sur ça. Je lui remercie le patriarche parce que depuis ma naissance, c'est aujourd'hui qu'on m'a donné le cadeau sur ça. Le Bokoya Patriarche chez Matissa à faire est une initiative qui martèle beaucoup sur le passage de la parole aux actes. À travers ce projet mis en musique par GAE, de nombreux jeunes Congolais ont déjà vu leur activité être boostée par Jean Elvis Okombi Salisson et compagnie. Une manière de répondre aux aspirations juvéniles liées au chômage, dont de nombreux font face depuis des lustres. Bana Bakongo, mbote na bino